Chavez français. Voilà. Depuis un mois, les grands médias nationaux matraquent la possibilité d'une menace terroriste en Europe. Que doit-on penser de cette information? Est-ce qu'elle est bon, c'est toujours la même... depuis que l'Empire américain n'a plus, comment dirais-je, l'alibi de la lutte contre les Rouges, on sait très bien que leur truc, c'est le combat contre le fascisme vert, hein, on appelle ça comme ça. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, effectivement, il y a des réseaux, comment dirais-je, des réseaux, effectivement, de terroristes, musulmans, ça existe. Mais après, il faut bien, pareil, remonter le truc. En général, d'où viennent-ils? Ils sont sur une idéologie salafiste, financée très fortement par le régime, le régime des Saouds, d'Arabie Saoudite. Or, finalement, cet islam radical terroriste, qui est entièrement financé par les Saouds, est financé par les partenaires, les meilleurs et les plus grands partenaires historiques de l'Empire américain. Hein, ça passe par le pacte de Quincy, et ça se prolonge par le pétrodollar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus on voit de l'islamisme radical, plus cet islamisme radical est en fait le partenaire dans la mascarade du conflit de civilisation, finalement, mis en place par l'empire mondialiste pour la domination mondialiste. Hein. Et il faut bien séparer aujourd'hui, dans l'islam, déjà qui est infiniment complexe, compliqué, puisque sans clergé, sans califat, etc., au moins deux bastions qui n'ont rien à voir. C'est la résistance authentique à l'empire mondialiste qui passe par la révolution islamique d'Iran, et qui donne aujourd'hui le Hezbollah et Nasrallah qui travaille avec les chrétiens du général Aoun au Liban pour justement sortir du piège. Donc on voit bien qu'ils ont une politique très cohérente, et qui critiquent totalement le montage américano-sioniste du 11 septembre. Ahmadinejad l'a clairement fait. Et les couillons, les escrocs et les tricheurs, dans lesquels je range aujourd'hui Marc-Édouard Nab, de manière très clairement, qui valident le conflit de civilisation en disant vive Ben Laden, et finalement vive le jeu que joue le pouvoir wahhabite des Saouds pour finalement valider le conflit de civilisation. C'est-à-dire que vous disiez je suis pour les Américains contre les musulmans, comme Dantec, où vous disiez je suis pour les musulmans contre les Américains, comme Nab, en faisant croire que en continuant à dire que le 11 septembre n'est pas un inside job, mais que c'est Ben Laden, et que Ben Laden existe, et que c'est la résistance musulmane, et en confondant volontairement, ou alors il faut être très très inculte, la résistance du Hezbollah, c'est-à-dire Nasrallah, et Al-Qaïda et Ben Laden, ça c'est une escroquerie, une saloperie, et surtout ça s'appelle travailler avec les sionistes, parce que finalement, quand on joue le méchant de service, on travaille à la mascarade. Pour que l'Empire cogne, et pour justifier toute la politique néo-impériale américaine, il faut bien que les méchants jouent les méchants en face. Et Nab participe à cette escroquerie, je pense qu'il le sait, et c'est pour ça qu'on le revoit à nouveau chez l'émission de Tadei, qui est devenue de la merde intégrale. Hein. C'était comme au début les grandes gueules, c'est pareil, des émissions avec un peu de prestige au début, des dissidents comme moi et Dieudonné, et puis après on joue sur cette image de marque, j'ai invité Dieudonné Soral, ça fait 1 an qu'on n'a pas été invité, et après on n'a plus que des tocards et des gens du système, et finalement, je veux dire, Nab aujourd'hui, clairement, par sa position anti-révisionniste intégrale, sur le 11 septembre et sur d'autres sujets dont on n'a pas le droit de parler, où il se permet de ridiculiser des authentiques héros de la résistance au système, alors que lui finalement est un bricoleur mondain. Je dis, ça ce sont des résistants qui vont chercher leur tampon de carte de résistant directement à la commandantour. Hein. Et moi, je ne veux plus cautionner ces gens-là, qui finalement jouissent du prestige de la résistance authentique, notamment qu'incarne Dieudonné, alors qu'ils ne prennent en réalité aucun risque et qui valident. En fait, ils sont les partenaires du système. Puisqu'effectivement, il y a George Bush et il y a Al-Qaïda, et derrière Al-Qaïda, nous avons en France le représentant, celui qui dit ouais c'est génial, allez les musulmans continuer à mettre des bombinettes contre l'empire décadent occidental, qu'il a parfaitement, enfin qu'il incarne parfaitement, jusque dans ses images types, puisque finalement l'écrivain inspiré, c'est typiquement une des
une des catégories typiques de la bourgeoisie dégénérée, avec l'expert, l'intellectuel. Vous voyez, tout ça c'est de la merde. Vous voyez, on essaie d'être un homme quand on prétend incarner la tradition. On prétend pas être un grand écrivain. Tout ça c'est de la bouffonnerie. Hein. Voilà, grand écrivain dépressif, c'est encore mieux. Voilà, alors ça donne Welbeck. Voilà, c'est la même chose tout ça. Hein. Voilà. Donc je dis aujourd'hui, je ne veux plus cautionner ça. Hein. Quiconque fait croire qu'il y a un combat du musulman mondial, un seul, dans lequel il agrège et le Hezbollah et Al-Qaïda, et qui croit que le 11 septembre, et qui dit que le 11 septembre, comme le dit Chomsky, agent de l'Empire intégral, que le 11 septembre a été fait par Al-Qaïda et que c'est génial, parce que ça montre la révolte anti-occidentale des musulmans, etc., il joue totalement le jeu de l'Empire, il valide la répression, il valide la peur du musulman en France, donc la persécution à venir des musulmans en France, puisqu'il fait du musulman de tout musulman un poseur de bombes potentielles, et finalement il se réjouit en petit mondain qu'il est, qui en fait est édité chez Léo Cher, et si vous allez voir son site, est comparé à un écrivain de génie comparable à Philippe Roth. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter l'escroquerie et la mascarade. Hein. Donc j'ai dit, moi, Dieudonné, respect intégral, cohérence, courage, Nab, non, faux résistant. Je ne veux plus de ces gens-là, voilà. Hein. C'est des gens qui gênent la compréhension du truc et qui finalement sont les collabos les plus subtils du système. Hein, voilà. Hein, quiconque aujourd'hui dit vive Ben Laden est un escroc et un collabo du système. Hein. Il est comme Ben Laden d'ailleurs, un agent de la domination impériale et finalement un valet des Saouds qui ne représente pas du tout l'islam. Hein, pas du tout. Hein, c'est la décadence totale, on le sait. Ce sont des agents impériaux et en plus, ce qui est tragique, c'est qu'ils se présentent comme les plus purs et les plus extrémistes dans la pureté musulmane, alors qu'ils sont les plus collabos du système et les plus corrompus. Il faut le voir. Il faut voir ce que c'est que la réalité de l'Arabie Saoudite. Hein, je veux dire au niveau même de la pratique musulmane. Hein, c'est tout est de la tartufferie intégrale. Hein, voilà, on le sait. Hein. Il fête la fin de l'Aïd en faisant une Aïd partie dans les boîtes de nuit avec des Miss t-shirts mouillés à coups de champagne. Et ils se font choper dans les trafics de cocaïne gigantesques. Hein. Il suffit d'aller voir ce que c'est que Marbella pour voir ce que c'est que cet islam dont finalement se réclame Marc-Édouard Nab. Alors à un moment donné, soit on n'y comprend rien, on est inculte et on ferme sa gueule, soit on fait semblant, et là ça devient dramatique parce que c'est la pire des collaborations. Voilà. Et ça suffit. Voilà. Hein. Voilà. Donc là je clarifie le truc. Voilà. Tout ça, ça s'appelle les collabos les plus malins. Voilà. Et les collabos les plus malins, c'est les pires. Hein. Et c'est pas du tout des résistants. Voilà. On assiste depuis quelques mois à une montée en puissance des mouvements nationalistes européens. Que pensez-vous de ces scores ? Est-ce que ça montre qu'il y a un processus qui est en cours ? J'ai déjà répondu à cette question sur le fait que l'immigration avait été imposée au peuple d'Europe et qu'elle est une violence culturelle et une violence sociale, voilà, et que forcément, ce refus et cette résistance, je dirais, c'est l'éternel retour du concret dont parlait Lénine, ou ces fondamentaux ethno-anthropologiques qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main avec des petits discours économistes ou statisticiens même. D'ailleurs, même là-dedans, je mets même d'ailleurs Emmanuel Todd, qui est un peu léger sur cette question-là. La question ethnique pour lui n'existe pas parce que dans ces catégories de pensée, ça n'apparaît pas. Il faut qu'il élargisse ces catégories de pensée. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une rébellion des peuples qui était évidente parce qu'ils en ont marre de ces choses imposées, voilà, de ces métissages imposés. Et il faut bien comprendre, je le redis, que les peuples n'ont jamais voulu de l'immigration et du métissage, et ils n'y ont objectivement aucun intérêt, et ils voient aujourd'hui, depuis 30 ans, que ça ne fait que dégrader leurs conditions d'existence. Et je suis désolé, soyez un peu honnête, prenez une caméra vidéo, promenez-vous à Paris, hein, vous remontez l'avenue qui mène à la gare de l'Est, vous prenez après à gauche, et vous longez Barbès, et vous allez à Château-Rouge, et vous me direz si on voit là des chances pour la France. Voyez, et si objectivement l'ambiance est meilleure, et si c'est génial. Il faut être un escroc bobo ou un journaliste de l'IB payé par Rothschild pour dire que tout ça, c'est le bonheur de la France multiculturelle. C'est globalement une catastrophe. C'est triste, c'est laid, c'est angoissant, et à tous les niveaux. Ayez cette honnêteté, filmez sans son une remontée de Paris, gare de l'Est, virage à gauche, Barbès, Rochechouart, etc. Comment tout ça a-t-il pu arriver ? Il n'y avait aucune nécessité à l'immigration de peuplement après 1973, alors que nous étions déjà en recul sur le plan du travail, notamment du recrutement des OS1, OS2. Tout ça est un complot contre la France, mené par le capital et les loges, pour détruire, faire du mal, faire souffrir et dominer. Voilà.
Et je dis bien dominer, faire souffrir et les peuples du Sud et les peuples du Nord, en les mettant en confrontation violente et en les poussant à s'agresser mutuellement finalement, et à se rendre responsables l'un l'autre de leur souffrance, alors que finalement les responsables sont ceux qui finalement les ont collés les uns sur les autres. Voilà, c'est ça qui est clair. Ça va être très difficile de se sortir de ce piège, parce que nos dominants sont infiniment malins, et sont des scientifiques de la domination, de rien d'autre, hein. Mais là-dessus, c'est des siècles et des siècles de maîtrise, hein, et d'intelligence au service du mal, je dirais. Hein, voilà. C'est satanique, il faut le dire, c'est le mot. Et ça va être très difficile de sortir de ce piège, mais la morale, c'est de le dire. Et c'est pas de jouer comme Nab, je joue le Sud contre le Nord. Hein. Non, on joue pas le Sud contre le Nord ou le Nord contre le Sud. On veut sortir du piège de l'affrontement Nord-Sud, du conflit de civilisation qui a été orchestré, programmé, et qui nous amène à quelque chose qui ressemble de plus en plus à la guerre. Hein. Il ne faut pas oublier, à la Troisième Guerre mondiale, on n'en est pas loin. Pour sauver quoi? Le chaos du dollar et l'écroulement de l'Amérique de Wall Street, hein, c'est tout. Et exactement comme on est sorti de la crise de 29 par la Deuxième Guerre mondiale et pas par le New Deal, hein, il faut le savoir. Tout ça ressemble à ça. C'est pour ça qu'il n'est plus question de rigoler et de cautionner des gugus mondains comme Nab. Hein. Je veux dire, ça, c'est trop dangereux pour qu'on puisse continuer à rigoler sur ces sujets-là. Hein. Comment on va pouvoir se sortir de la situation, puisque en ce moment dans la presse on parle beaucoup de la baisse des taux de fécondité en Europe des femmes, et on dit que l'Europe sans l'immigration ne survivra pas. C'est une escroquerie. Et toute la presse appelle à l'immigration de masse. La baisse de fécondité des femmes est la conséquence d'une violence sociale intégrale. On ne permet plus aux femmes. Aujourd'hui, être mère et pouvoir éduquer ses gosses est un luxe, on le sait très bien. Il n'y a pas une fatalité génétique de la dénatalité européenne. On a organisé la dénatalité européenne en rendant infiniment compliqué le statut de mère, c'est-à-dire normalement il devrait avoir un salaire maternel, etc. Et par ailleurs, on a dit finalement, puisque ça coûte trop cher et c'est trop compliqué que les femmes européennes fassent des gosses, on va compenser ça finalement en faisant venir des enfants du tiers-monde, une espèce de division, de division, comment dirais-je, ethnique et nord-sud de la fécondité. Tout ça est un projet politique auquel il faut répondre de façon politique. C'est un complot politique. Il n'y a pas de fatalité de la dénatalité européenne. On peut très bien, Poutine l'a fait un peu en Russie, avec des lois qui sont des lois sociales, relancer une natalité française sans aucun problème. Il y a aujourd'hui, beaucoup de femmes disent déjà faire 2 enfants était terriblement compliqué pour moi avec mon boulot, les manques de places de crèche, etc., etc. Je le vois parce que moi j'ai un enfant, ma femme a arrêté de travailler pour pouvoir s'en occuper un peu, on ne peut pas avoir de crèche parce qu'elle n'est pas prioritaire, etc. Ça me coûte de l'argent. Aujourd'hui, faire un enfant est un luxe en France. C'est ça qui est inouï. Hein. Et après, on va vous dire, oui, il y a de moins en moins d'actifs avec la désindustrialisation, il y a de moins en moins d'actifs avec la pyramide des âges. La solution, c'est d'allonger la durée de travail, ce qui est absurde totalement, puisque plus on allongera la durée de travail, moins il y aura de possibilités de faire travailler les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc tout ça est malthusien, délirant, et tout ça est un projet, je dirais, de violence faite au peuple par nos élites oligarchiques, hein, c'est clair. Et il faut s'y opposer de façon globale et cohérente. Et donc, j'avais expliqué au recteur de la mosquée de Bordeaux-Houbrou, me dit oui, mais nous avons un destin, c'est finalement de peupler l'Europe parce que l'Europe ne fait plus d'enfants. Je dis, si vous dites ça, vous allez vraiment mettre en danger les immigrés musulmans, et comprenez bien que c'est un mensonge et que c'est un piège. Voilà, les femmes européennes peuvent faire des gosses aussi bien que les femmes du Maghreb, et d'ailleurs si vous tombez dans le même piège de domination, vos propres femmes ne feront plus d'enfants non plus, ce que dit Todd d'ailleurs très bien. Vous allez tomber très vite à un taux de fécondité de 2. On voit très bien que l'Espagne, qui avait un très haut taux de fécondité avant qu'on déstructure toute son organisation familiale à l'ancienne, qui avait d'ailleurs, c'est assez drôle, qui avait été finalement un peu préservé par le franquisme, ça devient assez amusant, comme tout se renverse finalement. Aujourd'hui, ils ont le taux de fécondité le plus bas d'Europe, mais par contre, ils ont droit au mariage gay. C'est génial, Almodovar doit pouvoir se tripoter quand il va à la cérémonie des Oscars, on est content pour lui. Et surtout, ils sont le pays le plus endetté d'Europe, au bord de la faillite, avec un chômage énorme et des fonctionnaires à qui on fait des baisses de salaire drastiques. Voilà où on en est aujourd'hui, y compris pour l'Irlande. Et tout ça, c'était des phares de la réussite européenne. N'oubliez pas ça, il y a 10 ans. On nous vendait que c'était génial l'Angleterre, parce qu'on pouvait aller y travailler. À la même période où des enculés de bobos que je me prenais déjà de face me vendaient la réussite géniale de l'Europe où on pouvait aller travailler, ils pensaient qu'à eux, alors qu'on était en train de plonger dans la misère, le prolétariat blanc anglais, qui est dans une misère noire, bien plus que nos banlieues colorées.
faut voir ce que c'est que la misère du prolétariat. C'est d'ailleurs de là que vient le génie musical punk et after-punk et new wave, de la misère totale. Il suffit de voir comment a émergé les groupes comme Joe Division, etc. C'est pas la rigolade française. C'est des mecs qui ont plus de dents dans la bouche, ils sont dans des endroits entièrement désindustrialisés, ils ont subi la violence sociale de Thatcher, et c'est une violence sociale qui n'a rien à foutre que ce soit des blancs, il faut bien comprendre, hein, pour les racistes et les antiracistes qui sont les mêmes. Et aujourd'hui, ce qui est dévasté en Angleterre, c'est la classe moyenne. Hein. Voilà, il faut comprendre. Et tout ça, c'est le complot de l'Union européenne, c'est le complot de la City, c'est le complot de l'oligarchie mondialiste, qui se fout de la couleur de peau de ses esclaves. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Voilà, de Beckett, je l'avais très bien démontré. Les premiers esclaves qui ont été vendus au Nouveau Monde, c'est des prolétaires et des sous-prolétaires blancs, anglais et irlandais. Il ne faut pas oublier. Ils valaient moins cher que les noirs sur le marché aux esclaves de New York, hein, même pas de Louisiane. Hein. Il faut s'intéresser à ces questions très profondément et sortir de la mascarade et de la manipulation. Parce que si vous avez de la bonne volonté, même un cerveau qui fonctionne bien, mais si toutes vos informations sont fausses, vous ne pouvez pas penser. Et c'est là qu'est la domination. C'est qu'on vous balance que des demi-vérités qui sont des demi-mensonges. Vous n'avez pas accès aux vraies informations. Et si on a accès aux vraies informations, à la vraie histoire, d'un seul coup, la résistance devient possible parce que je dirais tout le montage de domination devient clair, voilà, et cohérent. Hein. Le 9 octobre dernier s'éteignait à l'âge de 99 ans Maurice Allais, qui est mort dans l'anonymat le plus total. Il avait été un pourfendeur du libre-échange et de l'ultralibéralisme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle théorie de cet économiste vous partagez ? D'abord, au départ, Maurice Allais, c'est un économiste libéral, hein, je crois. C'est-à-dire, justement, déjà, les économistes sont une mascarade épistémologique. Hein. Ce qui existe, c'est l'économie politique. Hein. La science économique n'a jamais existé. C'est une escroquerie libérale pour déguiser en scientificité et en fatalité, je dirais, mathématique, quelque chose qui résulte d'un rapport de force historique et social. Donc déjà, il n'y a pas d'économistes. D'ailleurs, il suffit de voir l'histoire des économistes, ils n'ont fait que dire déconner et se tromper. Les économistes ont la même valeur dans le monde moderne qu'avaient les docteurs de la scolastique dans l'ancien monde, dans le monde de la monarchie. Hein. Ils jouent le même rôle, hein, exactement. Hein. Ce sont ils produisent la scolastique du monde libéral. Hein. Mais ça n'a rien d'une science, et c'est de la merde de A à Z. Mais ce qui est intéressant chez Maurice Allais, c'est qu'il est passé d'un libéralisme orthodoxe à des critiques du libéralisme, notamment le dogme du libéralisme étant l'ouverture totale la suppression de tous les interdits qui freineraient le marché, et le marché comme force d'autorégulation positive, etc. Bon, c'est la main invisible d'Adam Smith, etc. Enfin, c'est l'école anglaise, là. Maurice Allais a commencé à se rendre compte dans les années 80, je crois, je n'ai pas révisé le dossier, a commencé à se rendre compte qu'effectivement le protectionnisme était nécessaire justement au bon fonctionnement de l'économie libérale saine, et que ça devenait ça marchait de plus en plus mal. Et ce qui est marrant, c'est que c'est notre seul prix Nobel d'économie, hein, on n'en a pas eu beaucoup, c'est le seul, et que quand il s'est mis à dire à partir des années 90, il faut retourner à la frontière, il faut réguler les échanges, etc., il s'est fait mettre totalement sur la touche et traité de gâteux, et on lui a plus jamais donné la parole, alors que n'importe quel tocard d'homme politique stipendié qui ne connaît rien à rien, qui au mieux a une agrégation de lettres comme Bérou, vous fait le professeur d'économie sur que la frontière c'est absurde, en faisant croire d'ailleurs que les frontières c'est tout fermé ou tout ouvert. Vous voyez, c'est jamais une force un clapet réglable, c'est toujours vous voulez fermer les frontières. Non, on veut rétablir des outils de régulation. Hein, qui fasse que la variable d'ajustement ne soit pas que les salaires. Voilà. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que la seule qui finalement reprenne Maurice Allais et le cite, c'est Marine Le Pen, ce qui est assez incroyable aujourd'hui. Alors finalement, il n'est pas très cité par nos hommes de gauche, surtout pas par les Cohn-Bendit et tous ces libéraux libertaires, qui ont mis finalement la pensée libertaire au service du libéralisme le plus achevé, le plus accompli. Faut pas oublier, c'est les plus libéraux de tous aujourd'hui, c'est les libéraux libertaires qui aux États-Unis ont donné les néoconservateurs. Faut savoir tout ça. Tous ces gens-là viennent du trotskisme. Hein. Tous les pires salopards du libéralisme mondialisé intégral, incarné aujourd'hui totalement par la théorie de l'hyperclasse d'Attali, la collaboration d'un Kouchner, etc., viennent du trotskisme. Hein. Il faut le savoir, ils viennent de l'extrême gauche trotskiste. Et donc, effectivement, Maurice Allais, on lui a donné le prix Nobel d'économie, en continuant ses travaux sur une base, je dis bien libérale, hein, c'est un économiste libéral, économiste d'ailleurs veut dire libéral, sinon on est autre chose, on fait de l'économie politique. Hein. Il a dit, il faut rétablir les frontières, c'est une catastrophe pour la production, pour le niveau de vie, enfin voilà, en plus en jouant sur les catégories de l'économie.
Parce il y a d'autres catégories, la qualité de vie, c'est pas dans l'économie, etc., etc. Et de ce jour-là, il a été mis sur la touche, ce qui veut dire en gros que l'oligarchie se sert des experts quand les experts qu'elle paye disent exactement ce qu'il faut dire, et le jour où les experts, par honnêteté intellectuelle ou naïveté, c'est souvent la même chose, se mettent à dire un peu, en suivant une logique qui leur est propre, autre chose que l'intérêt de l'oligarchie, ils sont mis sur la touche comme ringards, crétins, gâteux, etc. Et c'est sûr qu'entre Maurice Allais et Attali, le grand économiste, comme chacun sait, c'est Attali. Avec sa petite clé USB, où il est venu finalement faire le guignol à l'Élysée, il a pris une énorme somme d'argent payée par vous, il faut le savoir, pour rien, 0 pot de balle, pour de la guignolade. C'est-à-dire que voilà, ces gens-là sont des prédateurs nomades d'ailleurs. Et voilà, et qui est-ce qu'il a dans le cul les peuples qui travaillent. Voilà, c'est ça. Ces gens-là ne travaillent pas, il ne faut pas oublier. Ce sont des parasites nomades qui finalement vivent sur le dos du peuple enraciné, parce que pour travailler, il faut être enraciné. En général, quand on est en mouvement, on ne travaille pas. Ou alors on fait un travail différent, intermédiaire, c'est autre chose. Mais on est finalement une situation qui ressemble à l'Ancien Régime, avec des nobles parasites qui chassaient et dévastaient les terres, et des serfs attachés à la terre, parce qu'ils n'ont pas le choix, qui la cultivent. J'ai mon Chavez qui tombe. Voilà, qui travaillent la terre et qui sont faméliques pour que les autres puissent bouffer sur leur dos. Voilà, on a finalement une situation néo-féodale qui s'est mise en place, mais où on a remplacé le pouvoir de la terre par le pouvoir de l'argent, et une aristocratie qui avait certaines qualités avant, par une espèce d'aristocratie sans noblesse qui ne se nomme pas, qui s'appelle l'hyperclasse mondialisée nomade. Alors pour finir, Égalité et Réconciliation a lancé récemment une campagne nationale intitulée « Nous voulons un Chavez français ». De quoi s'agit-il précisément ? Eh bien, 2 choses. De voir qu'aujourd'hui, dans le contexte français, qui est un contexte historique, économique, social, le personnage politique qui serait le plus proche de ce qu'il faudrait qu'on ait en France pour sauver la situation, est sans doute Chavez, qui est un nationaliste de gauche, respectant d'ailleurs les églises historiques, parce que voilà, la théologie de la libération l'intéresse, etc., et qui est sans doute effectivement plus proche de nous compte tenu de la situation qu'un Nasrallah, pour qui j'ai le plus grand respect, mais qui fonctionne dans un autre monde, qui n'est pas le nôtre, qui est le monde du Moyen-Orient, etc. Et donc nous, la première chose, c'est de dire, voilà, notre modèle, parce que c'est le modèle le plus proche de nous, c'est Chavez, voilà, pour arrêter que les oligarchies gauchistes stipendiées par l'oligarchie, l'oligarchie au sens nous traite d'extrême droite ou de facho. Voilà, nous sommes proches de Chavez dans notre discours politique. Notre vision des choses nous rapproche naturellement de Chavez, et nous aimerions un Chavez français. Et surtout, dans un même temps, faire remarquer que ceux aujourd'hui qui ont en charge la défense des intérêts de Chavez et du mouvement chaviste en France sont les trotskistes, pour des raisons historiques, parce qu'ils sont toujours en train de se mêler de tout et de tout parasiter. On voit très bien d'ailleurs quand Benassayag attaque Michel Collomb dans une vidéo en le traitant de belge à moule et à frites, parce que finalement ces élites de gauche d'Amérique du Sud qui ont terminé dans la psychanalyse, et pas dans le syndicalisme révolutionnaire, finalement aujourd'hui sont anti-chavistes, parce que Chavez est populaire, et finalement d'ailleurs finissent par traiter Chavez d'antisémite. C'est bizarre, on trouve toujours les mêmes accusations. Voilà. Les trotskistes et les réseaux trotskistes n'ont aucune légitimité pour parler au nom de Chavez ou représenter Chavez, qui représente exprès très mal, parce que Chavez est un nationaliste populaire et populiste qui en plus s'adosse dans son combat au bas clergé, c'est-à-dire au clergé de la théologie de la libération. Tout ça font que ça n'a rien à voir avec le logiciel trotskiste, qui sont antinationaux, anti-religieux, mondialistes et anti-populaires. Voilà. Donc je dis, Égalité et Réconciliation est sans doute l'organisation politique la plus chaviste et la plus proche de Chavez en France. C'est pour ça que d'ailleurs nous proposons pour représenter en France la 5e internationale que créerait Chavez, quitte même à faire quelques petites remarques sur certains commentaires qu'il fait sur la France, parce que vu d'Amérique latine, je pense que c'est un peu comme Kadhafi, il ne comprend pas toujours tout, c'est pas un expert de la politique française, mais je serais très content d'aller. Je l'ai déjà rencontré une fois, comme vous savez, à Damas. Je serais très content d'en reparler avec lui. Voilà. Je dis donc, nous, Égalité et Réconciliation, l'homme politique dont nous sommes le plus proches et qui mène l'action qui serait celle dont nous rêverions en France, c'est Chavez. Et deuxième chose, les trotskistes qui prétendent parler au nom de Chavez en France, qui amèneraient à Besancenot par exemple, n'ont rien à voir avec le chavisme et aucune légitimité pour parler en son nom, et d'ailleurs lui font volontairement une très mauvaise publicité, exprès, et étouffe d'ailleurs son aura en France, et surtout, et nous interdisent d'en parler. Voilà. Donc nous, ce que nous aspirons
à ce qu'un jour, de Caracas qui comprend la situation, si nous arrivons à les éclairer, disent finalement, ceux qui nous représentent le mieux en France, c'est le mouvement Égalité-Réconciliation, et c'est pas les trotskistes, parce que finalement les trotskistes sont là pour empêcher que la pensée de Chavez ne se diffuse correctement en France. Hein. Ils ont le, comment dirais-je, en publicité, comme dirais-je, ils ont le budget, et ils le salopent. Hein. Voilà, ils sont là pour empêcher le chavisme d'être compris. Parce que Chavez est un nationaliste, populiste, et en plus qui n'est pas anti-religieux. Voilà. Ce qui est très important parce que ça correspond beaucoup à la position d'égalité et réconciliation, c'est-à-dire gauche du travail, droite des valeurs. Chavez, c'est la gauche du travail et la droite des valeurs, il suffit d'écouter ses discours. Hein. C'est totalement égalité et réconciliation pour moi quand j'écoute Chavez, et même dans son physique, dans sa personnalité, parce qu'il y a aussi ça, je veux dire, il y a quelque chose qui ne passe pas par le concept, qui est, moi quand je vois Chavez, j'ai une fraternité d'emblée avec lui, quand je vois Medvedev, j'ai pas envie de... Voilà, pour moi c'est comme Sarkozy, c'est physique, hein, ça se voit, et d'ailleurs ça se vérifiera de plus en plus. Hein. Voilà. Et dans le cadre de cette campagne et des futures campagnes, qu'est-ce que vous avez à dire aux sympathisants, aux gens qui s'intéressent à l'égalité et à la réconciliation et qui hésitent encore à nous rejoindre pour nous aider? Eh ben, je leur dis ce que je dis depuis longtemps, et d'ailleurs qu'ils comprennent de plus en plus. Besancenot, le NPA, avec d'ailleurs un porte-voix comme symbole. C'est un signe, hein. C'est pas un point, c'est pas un fusil, c'est un porte-voix, c'est faire du bruit. C'est un DJ, c'est-à-dire que c'est un animateur. Hein, voilà. Le NPA, c'est de la merde. Ça ne tient pas la route sur le plan du concept. C'est entièrement stipendié par l'oligarchie pour animer la colère de la jeunesse naïve. Hein. N'oubliez pas que le petit Besancenot a voté pour Chirac au deuxième tour de la présidentielle, et que finalement il est né pour ça, et exactement comme si demain il y a un deuxième tour, un 21 avril à l'envers, il appellera à voter Strauss-Kahn pour faire barrage à la droite, hein, il fera ça, comme le fera Cohn-Bendit et Mélenchon, et que j'appelle moi la jeunesse manipulée, mais qui a conscience intuitivement de choses et qui souffre, mais qui a du mal à recoller les morceaux et à mettre le pulse en place parce qu'ils ont été entièrement manipulés par l'intelligentsia trotskiste depuis 30 ans, qui comprennent que égalité et réconciliation incarne beaucoup plus leur état d'esprit profond, leur colère légitime et leur avenir, que des escrocs stipendiés par le système, dont le pire est sans doute Besancenot, qui d'ailleurs est un escroc à tel point qu'il a même aujourd'hui, comme Marc-Olivier Fogel, il a une moumoute. Je vous montrerai des photos où Besancenot n'avait plus de cheveux. Maintenant il a des cheveux, c'est-à-dire il a une perruque. Vous voyez, c'est ce genre de type. Voilà, ce sont des acteurs. Voilà, il a une perruque, il va chez Drucker, il fait son petit numéro. Il a la gueule de ce qu'il est, vous voyez, il n'a pas le regard de Chavez, hein, quand je l'appelais le veau sous la mer d'Alain Krivine, enfin c'est d'ailleurs de Ben Saïd, il a la tête de ce qu'il est, une espèce de poupon illégitime, qui d'ailleurs quand il devait se retrouver face à moi dans une émission, a pleurniché pour qu'on me désinvite pour pas être face à moi, et après m'a insulté en mon absence et a dit que j'avais qu'à venir pour lui répondre. Vous voyez, un type comme ça est forcément une petite merde. Voilà, parce que c'est notre morale et la leur de Trotsky, c'est-à-dire que tous les coups sont permis, aucune dignité, physiquement, il n'a aucune légitimité à représenter le peuple en colère, c'est rien, c'est un bobo, hein, détesté partout où il est passé par les gens qui l'ont côtoyé, hein, qui a pris le pouvoir en force d'ailleurs dans la LCR contre des gens qui avaient un peu plus de sérieux que lui, pour finalement être un espèce de personnage médiatique, un bouffon. Voilà, et pour moi ça n'a rien à voir avec Nasrallah, ça n'a rien à voir avec Chavez, ça n'a rien à voir avec Poutine, ça n'a rien à voir avec les gens qui luttent contre l'oligarchie mondiale pour la liberté et la dignité des peuples. Voilà. Et n'oubliez pas que toute cette pensée transcourant, cohérente, gauche du travail, droite des valeurs, vous pouvez la retrouver dans notre excellent petit journal quinzomadaire qui s'appelle Flash, que vous ne pouvez trouver que que par abonnement, puisque nous n'avons pas de pub et que nous ne vivons que de nos lecteurs, qu'il y a un site Flash, vous tapez flashmagazine.fr, et nous vous invitons à vous abonner pour pérenniser ce journal dans lequel il y a notamment ma rubrique tous les 15 jours, un peu la même chose que ce que je vous dis là en vidéo, et qui est à mon avis le seul organe d'opposition à peu près lisible et sympathique et sérieux aujourd'hui. Bon, je ne parle pas de choses très sérieuses comme Éléments, etc., qui sont très bien, ou même le Choc du mois, qui sont pas mal, mais qui correspondent justement à ces jeunes floués par Besancenot, à ces jeunes à qui le discours réactionnaire aussi ne suffit pas. Abonnez-vous à Flash, lisez-le, Flash, journal, comme il est dit, gentil et intelligent. Voilà.